Madame, salut, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur votre chaîne qui devient la préférée, le bébé médiatique, mais qui est en train de faire des bons, certainement, pour vous, pour votre plaisir, pour votre information, pour votre gouverne, pour votre service. Vous êtes sur GMS Afrique TV. GMS Afrique TV émet justement désormais sur satellite Amos 17. C'est sur c'est sur le symbole rate qui est 30 000, mais c'est aussi, vous pouvez le prendre sur le canal 291 pour certains, 147 pour d'autres. En local, c'est sur Crawling. Crawling, c'est le canal 418. Mais nous sommes sur live streaming sur YouTube, donc vous pouvez suivre cette émission en direct sur YouTube. Nous avons des correspondants, des consultants qui sont en principe très représentatifs. Ils sont au Cameroun, ils sont en Afrique, ils sont aussi dans le monde. Voilà GMS Afrique TV qui fait donc son évolution. Et ce soir, nous avons justement 3 détentes. La première, celle que nous recevons en breaking news ce soir, c'est-à-dire la fête ou alors la journée de la liberté de la presse qui va se célébrer demain. Vous savez que le 3 mai de chaque année, c'est la journée de la liberté de la presse. Et justement, ce soir, il y a juste quelques minutes, Reporters sans frontières a sorti son rapport de l'état de la presse en Afrique. Mais curieusement, c'est le Cameroun qui est justement visé en première ligne, car c'est un pays qui, selon le rapport de Reporters sans frontières, un pays qui est potentiellement dangereux pour les journalistes. Sur 180 pays, le Cameroun est le 131e pays. Alors, il y a un paradoxe dans cette affaire, c'est-à-dire, c'est un pays où on retrouve 600 journaux qui paraissent, on retrouve aussi 60 chaînes de télévision qui diffusent, on retrouve aussi près d'une vingtaine, plus d'une vingtaine, près de 200 chaînes de radio. Je vais vérifier le chiffre tout à l'heure. En fait, il y a plusieurs radios qui émettent aussi au Cameroun, mais curieusement, on nous fait savoir ce soir que c'est un pays potentiellement dangereux pour les journalistes. Alors, pourquoi cela arrive-t-il? Sur quoi s'appuie Reporters sans frontières? On va le voir tout à l'heure avec nos consultants. C'est une information en breaking news. C'est pour cela que nous allons prendre ça comme sujet d'accueil. Et comme un des sujets majeurs de ce soir, la journée internationale du travail s'est célébrée hier au Cameroun, justement, et un peu partout en Afrique. On a parlé du travail décent, mais en tropicalisant le thème pour le Cameroun, on a parlé de dialogue et de travail décent. Mais en principe, au lendemain de cette fête, pour un Cameroun serein dans un dialogue social et un travail décent, est-ce qu'on y arrive? Est-ce que cela a été au rendez-vous hier? Est-ce que cela est au rendez-vous au lendemain? Est-ce que cela peut être au rendez-vous par la suite? Puisqu'ici, on fait dans l'information en profondeur, sans langue de bois. Nos consultants vont nous le dire tout à l'heure, toujours dans la grille de ce soir. Nous allons aller interroger ce qui se prépare, où se dit, où se vit en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro est sorti de son buisson ce jour. Guillaume Soro n'est pas du tout d'accord. Il signale dans sa vidéo que la CEDEAO qui reproche les coups d'État doit tout faire pour arrêter Alassane Dramane Ouattara qui est en train d'éliminer les principaux opposants. C'est-à-dire, il a éliminé, en fait, il est dans la tentative d'éliminer Thiam qui a été radié de la liste électorale. Il est dans la perspective d'éliminer Laurent Koudou-Gbagbo qui a un procès collé sur son cuir chevelu. Il est dans la perspective d'éliminer Charles Blé Goudé, qui aussi est sous le coup d'un procès. Alors, pour Guillaume Soro, lui-même qui est déjà éliminé parce que il est condamné par contumace à perpétuité. Alors, Guillaume Soro dit qu'Alassane Dramane Ouattara doit maintenant se préparer à attendre un dialogue. Et ce dialogue sera forcé de toutes les manières. Guillaume Soro invite à un dialogue de tous les leaders politiques de la Côte d'Ivoire pour éviter que les élections présidentielles d'octobre prochain soient des élections où une personne choisit ses adversaires. On va en débattre tout à l'heure pour savoir de quoi il est question. Alors, à Paris, Calvin Diary est de ce côté. À Yaoundé, Samuel Dionedor Yumbi est en pause. C'est un homme politique. Je rappelle que Calvin Diary est écrivain, il est directeur de publication. À Yaoundé encore,
Pascal Oya est en place. Il est un homme politique à Douala. Et Yango John est un directeur de publication. Il est aussi de la société civile, c'est-à-dire syndicaliste. En Côte d'Ivoire, nous aurons Zone Modou, c'est un grand reporter. Et puis, au Cameroun, dans la région de l'Ouest, nous aurons Amadou Tidjani, c'est un autre grand reporter. Pour permettre que vous, les consultants et ceux qui nous prennent, puissent partager le lien qui est déjà avec vous. Allons prendre cette transition pour venir revenir sur ce plateau et camper le débat. À tout de suite. Retour sur ce plateau. Au Cameroun, Reporters sans frontières vient de commettre son rapport ce soir. C'est un breaking news. En principe, nous avons eu l'information dans sa primeur. C'est une information qui pourrait évidemment être contestée par les autorités camerounaises, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a 4 faits que dénonce Reporters sans frontières qui en réalité met le Cameroun à la 131e position sur 180 pays. Alors, je vais d'abord à Yaoundé avant d'aller à Paris. Samuel Dionodor Yumbi, bonsoir. Pardon. Samuel Dionodor Yumbi, bonsoir. Oui, bonsoir Samuel, des petits soucis de connexion là, rebonsoir. Alors, si je viens à vous, c'est pour vous saluer avec cette information de Reporters sans frontières. Vous me laissez dire aussi bonsoir à tout le reste. Pascal Oya est avec vous à Yaoundé, dans la même capitale. Pascal Oya, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir aux auditeurs et aux téléspectateurs. Je tiens particulièrement au PDG du GNSHTV et bonsoir à tout l'auditoire. Merci à vous. Je dois rappeler, je dois quand même le dire ici, c'est que vous êtes attristé. Bon, cela on remet ça entre les mains de la providence divine, on n'en parlera pas. Je dois vous dire en toute amitié, condoléances, car je sais de quoi je parle, puisque quand on perd un membre de sa famille dans des conditions assez tragiques et que c'est sa sœur et qu'on vient à une émission comme celle-ci, je crois qu'on doit quand même non seulement vous présenter les condoléances, mais vous présenter nos remerciements et surtout notre reconnaissance par rapport à votre engagement. Je rappelle donc que Pascal a perdu, je crois, sa grande sœur dans des conditions un peu vraiment tragiques et on ne peut que dire condoléances à toute la famille. Calvin Duary, bonsoir et bienvenue. Oui, mon cher Hubert, bonsoir. Bonsoir à tous les co-panélistes. Moi, c'est aussi avec une profonde tristesse que j'apprends là la bête qui a frappé mon cher Pascal. Donc, vraiment, en ce moment, je ne savais pas, en ce moment vraiment douloureux, je tiens à lui exprimer toute ma compassion et à lui dire que mes pensées les plus sincères l'accompagnent. Vraiment, je sais que c'est très douloureux en ce moment-ci. J'étais même très surpris lorsque j'ai entendu sa voix qui était un peu pas comme habituellement, parce que Pascal, c'est quelqu'un qui a le sang chaud. Mais nous sommes là pour le reconforter. Et bon. Moi, mon cher Hubert, bonsoir au PDG. Et je suis très content qu'on anime encore ce soir ensemble. Un PDG qui est au four au moulin, en réalité, c'est quelqu'un qui
est sur tous les fronts pour que le bébé GMS Afrique TV soit debout. C'est pour ça qu'il le remercie, hein, ça c'est sa voix. Il vous remercie à tout moment et tous ceux qui participent. J'ai un numéro non identifié, là je sais pas, la personne, on va l'accueillir tout à l'heure, si elle est avec nous, elle peut se signaler. Mais on va entrer dans le vif du sujet en attendant Yango Jong qui n'est pas encore avec nous. Mais on va, et je vous prie même d'ailleurs, hein, pour la mémoire de l'âme, le repos justement, de l'âme de la sœur de notre cher frère, qui a attristé. Je crois que on fait une fleur, on prie pour son âme et que le Seigneur puisse justement l'accueillir dans sa miséricorde et son pardon. On va commencer à Yaoundé. Samuel Djonodo Yumbi, alors, pardon, vous avez certainement parcouru peut-être rapidement le rapport de Reporters sans frontières. Le Cameroun est classé comme un pays dangereux pour les journalistes. Est-ce que cette affaire-là vous inspire? Merci de m'avoir passé la parole sur l'affaire des Reporters sans frontières. Je voulais dire tout d'abord un grand salut à tous les co-panélistes et mes condoléances au chef Bouya. Médecins sans frontières revient toujours à quelques mois des élections présidentielles, au Cameroun en particulier, en Afrique en général, apporter toujours un lifting pour mettre toujours les gouvernements en déroute. Aujourd'hui, on parle de la liberté d'expression. Aujourd'hui, on parle de la liberté d'opinion. Aujourd'hui, on parle de la liberté de la presse, de la télévision. Aujourd'hui, on parle de la liberté individuelle. Tous ceci sont des actes démocratiques qui ont été mis sur pied par son Excellence M. Paul Biya dans sa vision politique pour pouvoir amener le Cameroun à s'asseoir auprès des pays, nations civilisées. Mais comme on se retrouve que Reporters sans frontières revient aujourd'hui traiter le Cameroun de cette manière, nous trouvons ça vraiment décevant. Il n'y a aucune chaîne de télévision qui est fermée, journaliste qui est en prison. Il n'y a aucun directeur de communication qui est traîné devant la justice. Mais vous savez tout simplement qu'un pays qui a 600 journaux qui sortent tous les trimestres, des journaux, tous les mensuels. Vous avez presque 200 chaînes de stations radio, plus de 60 chaînes de télévision et privées. Imaginez-vous que Reporters vient indexer le Cameroun à quelques mois des élections présidentielles. Qu'est-ce qui trime? Qu'est-ce qui se prépare? Je peux m'arrêter là pour le moment pour dire tout simplement Reporters sans frontières est en train de jouer ce sale coup qu'ils ont l'habitude de le faire juste pour déstabiliser les préparatifs de ces élections au sein des populations qui sont concentrées. Comme nous autres qui sommes aujourd'hui sur cette chaîne de télévision, GMS Afrique TV, chaîne panafricaine, qui nous permet de dire ce que nous pensons sur l'Afrique, sur le Cameroun en particulier, par rapport à certaines chaînes ici, même encore, qui actualité à l'étranger. Alors, Reporters sans frontières, qui revient encore au Cameroun, nous disons tout simplement, c'est bien pour la communication, mais cette communication, aujourd'hui, est limitée parce que le débat, il est ouvert et qu'à la conscience de tous les peuples africains et Cameroun, pour nous voiler et nous empêcher de vivre de que nous pensons.
Merci. Merci, merci pour cette intervention. On reste à Yaoundé, juste à côté de vous, de l'autre côté de la ville, Pascal est là. Pascal, alors, Samuel Dionodo Yumbi estime que c'est une instrumentalisation qui est en marche pour jeter peut-être un trouble dans le cadre de la préparation sereine de la prochaine élection présidentielle d'octobre. Alors, 200 chaînes de radio, en fait, c'est ça justement le chiffre, ça c'est exact, merci. 200 chaînes de radio, 600 journaux. Alors, est-ce que vous êtes d'accord que les journalistes ne sont pas inquiétés dans ce pays que vous connaissez très bien, Pascal Oya? Oui, Hubert, bonsoir à toi, bonsoir à tout le panel. Écoutez, moi, je pense qu'on n'est pas du au Cameroun aujourd'hui. Nous sommes en 2025. Et ces outils de manipulation que nous connaissons déjà, pour les avoir une fois, pas deux fois, pas trois fois expérimentés, nous sommes un peu plus avertis. Je parle pour notre peuple. Parce que voyez-vous, il est hors de question que nous continue à voir pour peu que quelqu'un ait une organisation comme RSF, comme comment il s'appelle Reporters sans frontières. Oui. Il faudrait qu'on se donne utilise. Jamais vous n'entendez RSF prendre une position quand les Camerounais sont en détresse, quand les intérêts des Camerounais sont menacés, quand les Camerounais veulent savoir plus de ce qui se passe par rapport aux reportages qui se font ici et là, vis-à-vis même de la presse étrangère. Jamais ils vont intervenir. Parce que vous savez, il y a des médias occidentaux, par exemple, ou des médias d'ailleurs, qui se permettent de créer des Camerounais non, aujourd'hui, en 2025. Ils ont un langage coupé, mais quand on est sur leur entraînement, c'est pas ça. Et très souvent, ils veulent faire en sorte que ceux qui comprennent que la classe, les races mondiales sont stratégiques. Notamment les Africains doivent être les derniers de la classe. C'est pourquoi ils travaillent. Donc, pour le jeu de vous, par rapport à ce qu'ils peuvent faire dans cette année d'élection au Cameroun, moi je suis confiant en tant que mais je ne peux pas aller voter toujours parce que RSF va raconter des années. Mais on ne peut pas compter que ce soir, il faut compter avec tout l'Union nationale et être sûr que les Camerounais ne vont pas être manipulés avec ce genre de sortie. Donc, pour moi qui continue à traiter le Cameroun un pays dangereux, ça me fait des choses une fois. Et je sais que le gouvernement camerounais, qui est assez mature par rapport aux injonctions pareilles, est en train de travailler par rapport à ça. RSF n'est pas son plus au Cameroun. Donc, en fait, pour moi, c'est que c'est parti au disent, mais j'aurais souhaité, M. Ben, Oui. que désormais, nous les Camerounais, qu'on soit aussi agressifs que ces occidentaux, que ces parasites. Pourquoi? Parce que très souvent, on a estimé qu'il faut être bouilleux, il faut être dans la déontologie, il faut être, quand tu dirais comment tu veux payer ici, il faut être rigolo, parce qu'on ne peut pas se mettre à suivre les gens. Puisque vous savez, j'ai un être à ce qui est sur le genre de médias pour les suivre les gens. Donc, ce n'est pas dans notre habitude. Ah, voilà. Et il faudrait que notre pays s'applique aussi des médias qui savent salir. C'est-à-dire que si on prend par exemple un pays puissant comme les États-Unis, Oui. on va les salir alors que peu importe si même dans avec ceux qui vont écouter, ceux qui vont attentivement entendre. Parce que moi je pense que c'est de bonne guerre. On te donne un coup, tu donnes deux coups. Le temps où on est dans la servitude à baisser la tête pour le temps est passé. Donc pour moi, qu'on laisse RSF là où il est, qu'on ne s'inquiète de rien, ils vont trouver de leur côté. Merci, Pascal Oya. Alors, direction Paris, Pascal Oya, toujours pertinent. Direction Paris avec Calvin Duary.
Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert là, qui fait trop de bruit. Donc, peut-être muter ce micro-là. Alors, Calvin Duhari, vous êtes avec nous, vous êtes directeur de publication. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du grand magazine international et même intercontinental Afrique sur scène. Quel est le regard que vous faites du Cameroun en termes d'expression médiatique et de liberté de la presse? Je rappelle que la journée se célèbre demain. C'est pour cela qu'on a ce rapport ce soir. Ah, d'accord, oui. Merci pour cette question, mon cher Hubert. J'aurais pu intervenir pour ajouter quelque chose à la brillante intervention de mes deux prédécesseurs. Mais la question que vous me posez m'invite à dire tout simplement que je m'inscris en faux avec ce que Radio Sans Frontières, ou bien c'est quoi Radio Sans Reporters sans frontières. Reporters sans frontières, c'est une association. Non, c'est faux, parce que le Cameroun, n'est-ce pas, dispose d'un arsenal juridique qui garantit la liberté de presse et d'expression d'abord et de la presse. Pardon, oui. Oui. Donc, il y a un cadre légal, n'est-ce pas, qui reconnaît la liberté de la presse. Tout à fait. Et même, c'est même régi par la Constitution, je crois que c'est en son article 19, qui reconnaît clairement la liberté de communication et d'information. Oui. Donc, cette reconnaissance constitutionnelle déjà témoigne d'une volonté politique d'inscrire la liberté de la presse dans le fonctionnement démocratique du Cameroun. Même s'il y a eu souvent des ajustements qui restent toujours, voilà, et qui restent toujours possibles. Donc, au Cameroun, il y a un pluralisme médiatique en constante expansion. Vous voyez que les radios naissent presque tous les jours, les télévisions également qui sont en expansion, contrairement à ce que l'on observe dans des régions où l'information est centralisée. Le Cameroun bénéficie d'un paysage médiatique diversifié. Parce qu'on y trouve des chaînes de télévision privées, des radios communautaires, des journaux d'opinion. Vous avez dit tout à l'heure, je crois que c'était 600 ou quelque chose comme ça. 600 journaux. Et une presse formée dynamique. Donc, ce pluralisme témoigne aussi également de l'ouverture du pays à la multiplicité des voix, ce qui est incompatible avec une dictature de l'information, comme semble le dire Reporters sans frontières. Bon, il y a aussi les journalistes s'expriment librement. Chaque jour dans la presse camerounaise, on peut lire ou entendre des critiques ouvertes à l'encontre des institutions, du gouvernement, du chef de l'État. C'est un climat d'expression qui démontre que les journalistes ne sont pas systématiquement censurés ou réprimés pour leurs opinions. Donc c'est une liberté, certes relative, mais dans un contexte africain parfois restrictif, mais qui mérite d'être quand même souligné. Bon, il y a des émissions. Vous voyez que les émissions camerounaises sont les plus prisées au monde. Tout à fait. Les émissions politiques existent dans le monde. Sur les plateaux de télévision camerounais, il y a des débats contradictoires qui sont organisés régulièrement, des opposants politiques qui s'expriment, des journalistes et des citoyens ordinaires qui interviennent sans langue de bois. Donc ces émissions-là sont déjà souvent suivies en direct ou accessibles au public, et ce qui démontre une fois de plus qu'il y a une tolérance à la critique et une volonté de favoriser le débat démocratique et la liberté de presse. Bon, en ligne, avec l'essor aussi des réseaux sociaux, il ne faut pas oublier, et cette information en ligne comme le nôtre, vous avez merci déjà pour tout ce que vous faites pour Afrique sur scène, chaque fois le maire prend en priorité. Donc les Camerounais ont aujourd'hui accès à une multitude de ressources d'information. Il y a les blogueurs, les influenceurs, n'en parlons pas, et les journalistes numériques, qui jouent un rôle majeur aussi dans cette vie politique, dans cette vie publique. Bon, malgré quelques tensions ponctuelles, ce secteur reste globalement libre et foisonnant. Ça, il faut le dire. Bon, maintenant, nous évoluons dans un pays, notre pays évolue dans un contexte sécuritaire complexe. Donc, il est important de rappeler que le Cameroun fait face à plusieurs crises sécuritaires dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, dans l'extrême nord avec Boko Haram et à la frontière avec la Centrafrique. Dans ce contexte, certaines restrictions temporaires de l'information peuvent être mal perçues. Voilà, je crois que c'est à ce niveau que peut-être ils se trompent. Mais elles ne doivent pas être assimilées à une atteinte systématique à la liberté de la presse. Donc la
équilibrée. Ils n'ont pas fait une analyse équilibrée là. Bon, et puis, je crois même que vous avez dit l'organisation, c'est Radio. Reporters sans frontières. Pardon? Reporters sans frontières. Reporters, oui, c'est au niveau des R là qui veut. Reporters sans frontières. Le classement, le Reporters sans frontières sur la liberté de la presse sont souvent, comme l'a dit Pascal, sont régulièrement critiqués pour leur manque de nuances. Parce qu'ils font des évaluations souvent qui sont basées sur des sources limitées, ou alors, je pourrais même dire occidentalisées. Ils ne tiennent pas toujours compte du contexte politique, culturel et sécuritaire spécifique de chaque pays. Parce qu'ils aiment toujours appliquer les mêmes critères à des réalités différentes. Ces rapports peuvent même donner une image exagérément négative d'un État et de sa crédibilité à l'échelle internationale, alors que ce n'est pas ça. Donc, et puis, ils aiment aussi instrumentaliser. Il y a une instrumentalisation politique de la liberté. Samuel l'a dit. Qui soutiennent que les reporters sans frontières, souvent, pouvaient défendre la liberté d'informer, peut parfois servir de relais à des agendas politiques étrangers aussi. Merci. En dénonçant systématiquement, voilà. On va sortir par là. On va sortir pour vos 3 minutes. Alors, je vois Amadou Tidjani. Alors, vos interventions sont, elles me permettent de m'asseoir, hein, parce que là, je crois que Reporters sans frontières s'est trompé. Alors là, ici à GMS Afrique TV, nous, on n'est pas bâillonnés, parce que d'ailleurs, on fait ce qui est républicain et citoyen. Amadou Tidjani, good evening. Alors là, Amadou Tidjani, que je vois en ligne, mais il n'est pas en train d'intervenir. Amadou Tidjani, good evening. Alors, on va peut-être revenir sur Amadou Tidjani. Alors, vous êtes d'accord et on va peut-être revenir sur ce sujet. Dimanche prochain, vous êtes tous d'accord que Reporters sans frontières est en train de se tromper. Le rapport vient juste d'être publié. Il y a, je crois, peut-être quelques 2 heures de temps et on est donc entré dans ce qu'on appelle breaking news sur cette information. Je ne sais pas, Samuel Dionodor-Yumbi, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on ne parte? Samuel? Je recommence par Samuel. Est-ce que Pascal a quelque chose à ajouter avant qu'on ne parte de ce sujet? Alors, oui, Samuel, on est en train de sortir de ce sujet, on va revenir. À la sortie de ce sujet, nous allons tout simplement retenir que le rapport de Reporters sans frontières vient aujourd'hui booster tout simplement les Camerounais en particulier à la veille de ces élections, de pouvoir se ranger avec résilience sur tout ce qui va nous interpeller, tous ceux qui vont venir à la porte aux frontières du Cameroun, comme des organisations non gouvernementales qui vont se présenter, sachant tout simplement qu'ils vont attendre Amnesty International aussi arrivera très prochainement, parce qu'il y a l'histoire du Nozo qui va encore se déclencher très rapidement là, donc nous sommes déjà préparés et nous devons tout simplement comme un aperçu du match vu et rapidement vers ces élections dans la paix et avec une stabilité et que chacun puisse se concentrer, que ceux-là maintenant qui veulent bénéficier de ces rapports pour pouvoir déstabiliser le Cameroun pour l'organisation de ces élections, que cela soit tout simplement mis à leur place pour pouvoir venir. C'est tout ce que nous pouvons dire ici à Reporters sans frontières et d'autres organisations qui vont arriver très prochainement. Merci à vous, Samuel Dionodor-Yumbi. Vous êtes homme politique, vous êtes au Cameroun, vous êtes à Yaoundé. On n'en dira pas plus puisqu'on va revenir sur ce sujet avec...
Oui, allez-y, Calvin Duhari, on est en train de sortir. Oui, effectivement, parce que, bon, vous savez, dans le journalisme, il faut aussi toujours l'équilibre de l'information. Bon, on ne va pas tout simplement aborder un sujet aussi important comme ça, sans rappeler que même si nous savons que la liberté de presse existe, on ne va pas oublier qu'il y a plusieurs journalistes camerounais qui ont été arrêtés et qui sont harcelés et pour avoir peut-être publié des enquêtes sensibles, notamment sur la corruption ou les droits de l'homme et les conflits armés, souvent dans les régions. Bon, il y a aussi des journalistes emblématiques, Martinez Zogo, qui a été retrouvé mort après avoir dénoncé des malversations financières. Bon, il y a tous ces flous comme ça qui sont souvent utilisés pour museler la presse. Donc, il y a aussi des lois comme celle des cybercriminalités, des fausses nouvelles ou encore la tête à la suite, sont souvent utilisées de manière vague et arbitraire contre les journalistes. Il y a des journalistes en prison, il ne faut pas l'oublier. Bon, c'est l'occasion pour nous de défendre nos confrères aussi. Voilà. Il y a au Cameroun, il est difficile souvent que pour certains journalistes d'accéder à certaines informations d'intérêt public. Bon, voilà. Et donc, il y a aussi ce manque de protection, peut-être juridique et sociale des journalistes. Les journalistes au Cameroun exercent souvent sans contrat de travail stable, sans sécurité sociale et assurance professionnelle. C'est aussi un point qu'il faut souvent soulever, sans oublier aussi les coupures d'Internet et censure numérique. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci à vous. On va revenir. Oui? Oui, Amadou Tidani, are you there? Yes, Etundi, I'm getting you 5 on 5 live. We are talking about the journalist. Au Cameroun, Reporters sans frontières estime que les journalistes se trouvent dans une situation dangereuse, que la presse est menacée au Cameroun. What is your point of view? I think, Etundi, for me, it's a balance equation. It's a balanced equation because if I try to find out these reporters without borders, they call them in English reporters without borders, Reporters sans frontières. Yes. Which criteria are they using? Yes, which criteria are they using in order to come out with this release, this press release? Because we are really doubting because actually we are in a critical situation now where. Yes, Amadou? A des petits soucis de connexion avec Amadou. Yes, get gone. Yeah, so you know, there are some organizations actually that have been put in place in order to disorganize African countries because we don't know the criteria. They did not come up with exact criteria how the Reporters sans frontières managed to come out with this verdict. So I think it's something in Cameroon we have seen there is a lot. We cannot say that there is no press freedom. There is press freedom because we have seen the censorship of press in Cameroon is not like the other countries. I can tell you what the previous speaker said. They talk about the multitude of media organs in Cameroon. We have about more than, in fact, there is a lot of media organs being created every day just because the administration have given the floor for media organs to be created. So the censorship of Cameroon, of media in Cameroon is, let's say about, the percentage is very, very few. It's very, very few. So I think in Cameroon, journalists express themselves pretty good. We have some shortcomings in every society, in every milieu that we find ourselves. We cannot do it perfectly without some interventions. And equally, on the other side, we see that at least even the press in Cameroon, we still have some problems because it's not. Yes, because we have seen journalists that have been incarcerated because they have done something maybe that is touching the administration, the working conditions equally of journalists and whatsoever. So it's degrading too equally on Cameroon on the other side. So what I call it a double an equation because it's both. On the other side, I think Reporters sans frontières, they don't have that capacity. They did not tell us the method they use. So I think this
these are just organs that are being used in order to make Cameroonians feel that the press does not have liberty. The press have liberty. If it is not, then we could have not been speaking now, because we are speaking as a press now. So we can say Cameroon press have a little bit of freedom. But on the other side, a lot of amelioration needs to be done in order for the press organs and journalists to feel free in Cameroon and do their job without interception from the state. Thank you very much. Merci. Et vous restez en ligne parce que je rappelle que vous êtes dans notre reporter. Je précise que nous, en réalité, on est dans l'option républicaine et citoyenne et même panafricaniste. Donc, il y a cette liberté que vous êtes en train d'exprimer et d'exercer, puisque vous partez au nord-ouest, au sud-ouest, dans ces zones en réalité qui sont dites des zones parfois inaccessibles. Et je rappelle que vous avez participé hier à la grande célébration de la journée internationale de la fête du travail. C'était à l'ouest dans la ville de Fumbo. Et je vous propose donc les uns et les autres de pouvoir aller à la régie pour prendre cette transition, pour revenir sur ce plateau et pouvoir commencer avec les images, son, vidéo de cette grande célébration de la journée internationale du travail dans la ville de Fumbo, où vous y étiez présent. Et puis on va camper le débat parce qu'on est en train d'interroger le dialogue social, le travail décent pour un Cameroun serein. Est-ce que cela est à l'ordre du jour? On va donc vers l'autre côté de la régie. Vous prenez la transition, on revient dans ce studio. À tout de suite. Sur GMS Afrique TV, vous êtes sur la chaîne panafricaniste qui est en train de monter justement en puissance, car ce que nous faisons ici, très humblement, ça ne se fait pas ailleurs et nous voulons l'améliorer parce que prochainement, vous aurez ici tous nos consultants pratiquement en vidéo parce que nous sommes en train de travailler cela et c'est des gens extrêmement pointus et compétents, vous les suivez vous-même et on est en train de travailler. On est ce jour justement, donc vendredi, qui est la veille de la journée de la liberté de la presse qui va se célébrer le monde. Il y a une bonne fête à tous les journalistes, ceux du Cameroun en principe, parce que en réalité ils sont toujours en exercice. Il n'y a pas justement cette répression de la presse. Vous avez suivi nos correspondants qui ont justement dit chacun ce qu'il pensait avec des limites et des observations, des choses qu'il faut améliorer. Alors, c'était le sujet d'accueil. Deuxième sujet de ce soir, la journée internationale du travail. C'était la 139e qui s'est célébrée. La fête du travail s'est célébrée un peu partout dans le monde hier. Allons d'abord à Fumbo, non à Fumban, c'est dans la région de l'Ouest, c'est dans le département du Noun. Il y a un grand sultan de ce côté-là, le sultan roi des Bamoun, le sultan Nabil Nabil Sédou, qui justement est le grand roi et le sultan. Dans sa ville hier, c'était la grande célébration de la journée internationale du travail, la fête du travail. Là-bas, c'était en présence de notre reporter qui n'a rien manqué. Amadou Tidani était sur les lieux. Je vous propose de suivre ces images et ces vidéos où le message était le message de paix, le message de cohésion, le message de solidarité, le message de la résilience, le message de la construction d'un Cameroun qui a des difficultés, qui a des peines, c'est vrai, mais le message de ce que il faut regarder vers l'avant, il faut travailler pour justement relever les défis. Allons prendre ces extraits, ces vidéos et images. On revient sur ce plateau pour camper le débat. D'ailleurs, en premier avec Amadou Tidani qui est dans cette ville. L'organisation syndicale pour le non. Pour nombreuses doléances ne sont pas entrées dans les oreilles télé.
D'ailleurs, elles sont toutes pertinentes. Nous vous remercions pour la perspicacité. Continuez à vous mettre debout. Chers invités, mesdames et messieurs, Monsieur le maire de la commune de Fouban, l'adjoint au maire de la commune de Fouban. Yes, and all the council and wonderful work they do for the development in Fumban. Then the NSIP De Fouban au Sénat, syndicaliste dans l'âme et dans le cœur. Ça, c'est une idée, donc, quelques images et quelques vidéos de la fête. On va certainement y revenir. Amadou Tidani, good evening once more. Amadou Tidani? Est-ce qu'Amadou Tidani, certainement, il va nous retrouver? On va à Yaoundé. Samuel Dionodor Yumbi, la journée internationale du travail s'est célébrée hier au Cameroun. Nous sommes au lendemain de la fête. Alors, on a parlé de travail décent, non, de dialogue national et de travail décent pour un Cameroun serein. Pour vous, en réalité, je sais que vous êtes critique, mais je sais aussi que vous avez un bord politique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut véritablement parler de dialogue social au Cameroun affermi et de travail décent, Samuel Dionodor Yumbi? Est-ce qu'on a aussi des soucis, hein? Ça doit être des soucis. Tous sont là, bah, ça doit être des petits soucis. Oui, merci monsieur Bertoudi. Pour la tonalité, je pense que vous avez raison de le dire, et moi je crois vraiment le pas pour dire, on peut se dire aujourd'hui qu'il y a un dialogue social au Cameroun qui est effectif. Parce que quand on voit la symbiose qu'il y a à la place du boulevard du BM hier, Oui. représenté par les Camerounais, il y a une atmosphère de jovial de toutes ces entreprises, au sein de toutes ces administrations, mais quelque part, il faut y rentrer maintenant pour voir comment fonctionne le poids de nos concitoyens, de ces employés. Parce que la mise du pied des syndicats qui sont très importants aujourd'hui doivent être revalorisés pour pouvoir permettre à telle sorte que dans les entreprises, où il y a souvent des quoi, que nous puissions au fur et à mesure améliorer pour que avoir vraiment les revendications qui doivent avoir à justifier à tout moment. Aujourd'hui, le travail décent au Cameroun a sa place. Laissez-moi vous dire, monsieur Hubert Toudi, que le chef de l'État est un homme regardant. L'État, à l'occasion vous vous rendez compte qu'il y a un chef d'entreprise qui s'appelle le bon François, qu'au cours du défilé, il a eu à avoir, je pense, près d'1 kilomètre carré juste pour faire marcher les jeunes. Les jeunes qui ont qui les permettent de subir. Et c'est ça qui permet aujourd'hui de se dire que la main-d'œuvre camerounaise doit être employée par les Camerounais tout d'abord pour pouvoir sortir la jeunesse de la pauvreté, sortir les familles des familles de la vulnérabilité dont elles se trouvent. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire, s'il y a une multiplication de certaines sociétés qui vont à l'encontre de la jeunesse, des personnes, nous pensons que le Cameroun a pris un bon chemin pour avoir un travail décent, respecté donc pour l'humain, le jeune, pour l'employé camerounais sera respecté. Et c'est ce que nous avons vu hier au boulevard du Bénin. Et je retire encore un chapeau à cette œuvre qui a été choisie
Donc aujourd'hui, qui fait référence et que même les jeunes ont compris le sens du travail des gens. Et beaucoup d'entreprises ont compris aussi le dialogue social au sein de l'entreprise. Pourquoi en ce 21e siècle, le Cameroun a mis les pieds dans les grands plats pour pouvoir sortir du tunnel avec beaucoup d'harmonisation. Développer la possibilité aux jeunes d'avoir un travail décent. Sans respecter monsieur le maître. Merci à vous. Vous dites qu'au Cameroun, il y a travail décent, il y a dialogue national. Et d'ailleurs, vous prenez l'exemple du bon François et de son entreprise. L'on rappelle qu'il y a eu une tentative, on dirait, de procès sur cette entreprise. On comprend qu'avec l'événement d'hier, cette tentative n'a pas prospéré. L'entreprise est donc désormais fonctionnelle. Elle a fait donc défiler hier un parterre impressionnant. On va revenir d'ailleurs sur cette entreprise très prochainement au cours de nos éditions. On prend Pascal Oya qui est juste à côté de vous, Pascal. Alors, est-ce que vous êtes dans la même tonalité, c'est-à-dire au Cameroun, il y a travail décent, il y a aussi dialogue social? Avant de vous répondre de façon concrète, essayer de définir pour nos auditeurs qui nous écoutent ce que nous entendons par journée internationale du travail. Le 1er mars, c'est une journée internationale des travailleurs. Oui. Donc, partant de là, ou encore une journée internationale de la lutte pour les droits des travailleurs. Alors, c'est une journée de lutte en fait. C'est pas aujourd'hui, c'est devenu une journée où on célèbre celui qui travaille. Mais au départ, pour nous situer même dans le temps, au départ, ça a été d'abord un mouvement syndical, ouvrier, dont le but principal était de lutter pour s'arroger des droits dans le lieu de travail par rapport à leur groupe qui était, entre guillemets, les employeurs, qui les faisaient travailler de longues heures durant, qui n'avaient pas de sécurité sociale. Tout à fait, c'est bien de le rappeler ici. Donc le combat est mené depuis les années 1800. Depuis les années 1800, la fin des années 1800, exactement vers les années 1889. Donc ce combat-là a été mené depuis lors et il y a eu gain de cause parce qu'aujourd'hui, lorsque dans le monde entier, le standard de travail journalier a été réduit à 8 heures, et dans le monde entier, tout le monde reconnaît que quand vous travaillez plus de 8 heures, on devrait vous payer normalement des heures supplémentaires. Ça, c'est des gens qui ont mené ce combat-là à l'époque, qui a été relayé de génération en génération pour qu'on en arrive là. Donc, je vais dire donc, pour revenir sur notre territoire national au Cameroun, le travail n'est pas quelque chose que tout le monde a la chance d'avoir. Pourquoi je vous dis? Parce que vous pouvez travailler de vous-même. Ça veut dire que vous allez vous récupérer vous. Vous pouvez donc alors trouver un travail où vous êtes alors récupéré et reconnu. Bon, la question que vous allez vous m'avez donc posé, je m'en vais vous la répondre complètement. Oui, après avoir... Merci. En parlant, notre pays connaît beaucoup de difficultés sur ce point-là aujourd'hui parce que les gens ne sont pas récupérés à leur juste valeur. Le travail aujourd'hui n'est pas quelque chose qui a la valeur qu'il devait avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Quand vous avez la chance de trouver une activité qui vous récupère, c'est que vous êtes allé là où il paraît pour que vous soyez pour les efforts que vous fournissez au quotidien. Et pour moi, je suis quelqu'un qui reconnaît toujours, par la voix, sans toutefois politiser au débat, que les difficultés qu'on a, ce n'est pas seulement les difficultés sanitaires, les Camerounais, c'est les difficultés générales, parce que dans tous les pays du monde entier, y compris les pays entre guillemets industrialisés, les gens ont un problème d'emploi. Dans tous les pays du monde, il y a le chômage. Donc, honorer cette journée du 1er mai aujourd'hui, comme une journée où on reconnaît celui qui travaille, c'est une bonne chose parce que ça encourage les masses à apprécier
la valeur du travail. On le sait tous, travailler, c'est construire, travailler, c'est avancer, travailler, c'est avoir sa dignité. Donc, à partir du moment où l'individu n'a pas de quoi avoir sa dignité, ça veut dire quoi? Travailler pour gagner sa vie, par exemple, comprenez également que la dignité est de plus en question pour cet individu-là. Donc, si je répondais à votre question, je crois que je ne suis pas en train de faire un dilatoire sur la même qui sont les responsables. Vous savez, un pays a un ministère, le ministère du travail. Bon, et maintenant, s'il fallait définir pourquoi on allait jusqu'à créer un ministère du travail, c'est pas que je veux faire la petite, mais je dis, il ne fallait même pas avoir un ministère du travail, il fallait seulement travailler pour que les gens aient du travail. Pourquoi? Parce que le ministère du travail ne va pas vous garantir du travail. Vous pouvez aller au ministère du travail, peut-être, nous sommes dans la capitale Yaoundé, et dire que vous n'avez pas du travail, personne ne va vous donner le travail. Or, vous êtes au ministère du travail. Donc, je dis ça pour dire quoi? C'est pour dire que les individus qui sont responsables de la gestion de l'État aujourd'hui sont sans embâche une année du fait que l'emploi est devenu rare ici dans notre pays. Il faut être très chanceux, il faut être très futé, il faut être très ambitieux pour en trouver un. Et quand vous l'avez, le revers de la médaille, c'est que au lieu même de vous reposer à la fin, et que toute la famille compte sur vous, parce que vous serez peut-être celui-là, dans la famille, le seul qui a pu trouver un emploi. Pendant que vous êtes vos frères et sœurs qui sont là, c'est pas pour en trouver un emploi. Merci. Donc voilà ma lecture de la journée. Et c'est pour cela qu'en principe, on parle... C'est pour cela qu'en principe on parle de dialogue social, parce que il faut apaiser les tensions sociales issues justement, par exemple, du milieu du travail, parce que en réalité, les travailleurs ne sont pas bien traités. Vous avez très bien fait de rappeler l'origine de cette fête-là, qui en principe est un long combat, qui voulait justement, dans l'international socialiste et dans tous les mouvements qui ont suivi, donner la valeur au travail et surtout aux travailleurs en termes de rémunération, en termes de statut, en termes de mobilité, même quand on parle d'avancement au travail, quand on parle de rétribution et autres. Alors, Calvin Duary, vous êtes à Paris, et là, vous voyez peut-être cette célébration avec un autre regard. Est-ce que vous voyez cela avec le même regard de la nécessité de la construction d'un dialogue social et de trouver un travail décent? Je ne veux pas dire que là-bas on ne trouve pas des travaux moins décents. Oui, de toute façon, mon raisonnement ne sera pas différent de celui que vient de tenir Pascal. Et moi, en tant qu'écrivain, franchement, je dois défendre la condition ouvrière. Parce qu'on sait que l'autre jour, nous avons traité un sujet, vous vous souvenez, il y a environ 90% de la population active au Cameroun travaille dans l'informel. Dans l'informel, tout à fait. C'est un secteur qui échappe largement au droit du travail et ne garantit ni contrat, ni couverture sociale, ni salaire minimum. Donc les travailleurs ils sont très exposés à la précarité, sans réelle protection face aux abus d'ailleurs de leurs patrons, aux abus, etc. Cela constituerait un obstacle majeur à l'instauration d'un travail décent et à grande échelle. Donc il y a d'abord la faiblesse des salaires et des pouvoirs d'achat qui sont limités. Donc même déjà dans le secteur fermé, informel, les salaires ne restent pas par rapport au coût de la vie. Donc beaucoup de travailleurs, bien que qualifiés, peinent à subvenir à leurs besoins fondamentaux. Donc Pascal a dit tout à l'heure, travailler, trouver le travail, c'est quelque chose de très hypothétique. S'il y a un décalage entre revenus et dépenses, si tu as trouvé, qui contraint de nombreux employés à accumuler plusieurs emplois, si c'est même possible, ou à chercher des compléments dans l'informel, etc. Donc voilà, donc il y a un défi persistant, n'est-ce pas, pour un dialogue social qui peut être un levier pour la paix sociale. Donc il faut d'abord qu'il y ait des mécanismes indispensables pour prévenir les conflits sociaux qui ne sont pas loin. Alors on ne peut pas avoir une cohésion nationale si
là, on peut pas, les gens ne peuvent pas trouver du travail, etc. Bon, malgré les efforts des autorités, je sais qu'il y a toujours des efforts. Beaucoup de travailleurs camerounais évoluent encore dans l'informel, ce qu'il faut déjà retenir. Sans protection sociale, nous l'avons dit. Et voilà, bon, maintenant, pour promouvoir le travail décent, il faut garantir aux citoyens d'abord un emploi sûr, hein, et doit respecter une rémunération suffisante pour vivre dignement, comme l'a dit Pascal, ce qui est fondamental pour la stabilité sociale. Bon, en plus, vous savez qu'on a dit ce jour-là, normalement, c'est un jour des syndicats. C'est un jour des syndicats. Au Cameroun, bien que les syndicats soient reconnus légalement, leur capacité à influencer les politiques publiques est souvent limitée. Hein. Donc, le dialogue social est parfois fort. Mais le temps réel est porté sur les décisions économiques, voilà, tout ça. Pour un Cameroun serein, dans notre cas, oui, il est urgent de renforcer l'autonomie d'abord des syndicats. Comme par exemple ici en France, ici, vous ne pouvez pas vous abuser avec les syndicats. Ah non, ils se prennent la société, ils paralysent. À vous abuser avec les syndicats, par exemple, les transports urbains ici, mais c'est très grave. C'est très grave. Donc il faut déjà renforcer leur autonomie déjà. Et leur liberté d'action. Donc, deuxième chose, en ce compte, moi, je suis quelqu'un qui a écrit dans la formation professionnelle, oui, l'éducation et la formation. Parce que là, c'est là où il y a surtout les piliers d'un travail de qualité. Donc un des chemins vers un travail décent passe nécessairement par l'accès à une formation et une éducation professionnelle qui soit adaptée au marché de l'emploi. Bon, parce que le Cameroun a amorcé des réformes dans ce sens. Moi, je sais au niveau du ministère de la formation professionnelle. Bon, mais il y a encore des inégalités qui persistent. Voilà, de façon sous-jacente, Pascal a dit, et surtout dans les zones urbaines. Et même dans les zones rurales, déjà, parce que quand je vois dans une mairie, par exemple, quelqu'un est devenu maire, c'est toute sa famille qui est là. Oh, il y a des licenciés qui sont rentrés dans les villages, qui peuvent bien servir, qui va chaque jour aller au champ, par exemple, comme c'est son frère, on le place là, et puis surtout, ça paralyse toujours l'essence même du fonctionnement du service public. Donc, il faut favoriser aussi la formation continue. Ce qu'on appelle ici l'alternance, c'est quelque chose de très important et permet des centres d'apprentissage pour les jeunes, surtout qui puissent accéder à des emplois quand même stables et valorisants. Donc, il y a donc là un engagement politique qui est indispensable pour un avenir équitable. Donc, dans une situation comme nous sommes en pleine campagne élection, donc c'est tout à fait important d'inscrire cela dans le programme politique. Le travail décent, le dialogue social, au cœur de tous les politiques publiques c'est important. Cela implique des lois plus protectrices. Merci. Alors, on entame de vos 3 minutes. Hein, j'ai dit désormais 3 minutes dans les interventions. Samuel Dionedor Yumbi, à Yaoundé, je reviens à vous. Je ne sais pas si Amadou Tidjani, est-ce qu'il nous a rejoint, Amadou? Are you there? À Samuel Dionedor Yumbi, alors je viens à vous et vous pouvez vous imaginer pourquoi, parce que quelque part, Pascal et Calvin trouvent des limites dans ce que vous avez dit de manière péremptoire tout à l'heure, qu'il y a le dialogue social et qu'il y a un travail décent, alors que, statistiques à l'appui, on a pratiquement 80% de personnes qui travaillent dans l'informel, qui n'ont pas de couverture sanitaire, qui n'ont pas de protection, qui vivent au quotidien, ainsi de suite. Alors, est-ce que vous trouvez que dans cette affaire-là, il y a toujours de la décence et que les syndicats, c'est pas moi qui le dis, Pascal Calvin vient de le dire, que les syndicats au Cameroun sont comme des caisses de résonance. Samuel Dionedor Yumbi. Merci, monsieur. Justement, que je voulais relever ce défi pour dire, ayant bien écouté monsieur Pascal Boyard et monsieur Calvin Joari, respectablement dans leurs analyses, que c'est pas vrai. Tout simplement pourquoi? Parce que quand on dit qu'il y a 80% de travail dans l'informel,
c'est 80% des travailleurs dans l'informel, ce sont 80% des jeunes formés. Formés pourquoi? Parce que avant que le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle ne prenne le relais en 2018, il y avait déjà des centres de formation professionnelle. Et ces centres de formation professionnelle ont créé la possibilité aux jeunes, avec le ministère qui a été mis en place en 2018, pour que ces jeunes dans l'informel puissent s'auto-employer en devenant ceux-là qui vont créer les entreprises, l'entrepreneuriat. Donc on a créé une formation professionnelle à ces jeunes pour prendre soin d'eux-mêmes en créant leurs propres entreprises. Voilà comment beaucoup sont plus dans l'informel et ils ont cette possibilité, cette capacité d'employer. Et vous allez voir aussi le dialogue social au sein de l'entreprise camerounaise aujourd'hui est la mieux basée parce qu'elle a mieux fondé parce qu'elle est basée sur les connaissances des Camerounais sur l'emploi. L'entrepreneuriat jeune aujourd'hui prend tout son sens. Vous avez l'insertion professionnelle des jeunes. Donc un jeune aujourd'hui qui part sans diplôme a la capacité d'avoir ne serait-ce qu'un certificat de fin d'apprentissage qui lui permet plus tard de s'insérer dans un milieu professionnel pour s'auto-employer en créant son entreprise. Donc aujourd'hui, qu'on met comme thème dialogue social, c'est parce qu'on voulait valoriser l'entreprise et la main-d'œuvre camerounaise avec cet atout, cette dynamique qui nous ont d'aller en fusion pour pouvoir atteindre les objectifs escomptés à l'horizon 2035. L'horizon 2035, c'est quoi? C'est l'émergence du Cameroun. Il faut toujours commencer. Nous n'allons pas dire qu'il n'y a rien qui existe. Non. Il faut toujours commencer pour pouvoir atteindre certains objectifs. Aujourd'hui en France, les syndicats en France ont été toujours puissants. Pour être chef d'État en France, il fallait passer par les syndicats. Pour faire de la politique en France, dans d'autres pays, il fallait passer toujours par les syndicats. Nous avons vu par exemple, en Pologne, nous avons vu que même ici, au Cameroun, il y avait le syndicat d'abord les travailleurs où l'UPC est passé par là pour pouvoir créer son parti politique. Donc aujourd'hui, le syndicalisme renaît de ses cendres parce que les Camerounais eux-mêmes n'ont pas compris la quintessence du syndicalisme aux années 80-90. Ça va disparu. Aujourd'hui que ça renaît de ses cendres, nous sommes très contents que la dynamique de la politique qui est mise sur la valeur et du syndicalisme pour être des acteurs protecteurs dans les sociétés, dans la création des emplois, comme le fait aujourd'hui M. Tawamba, qui est au JICA. Il se fixe plus sur les syndicats au milieu des entreprises pour pouvoir valoriser à un quota sur l'équilibre des employés et sur les salaires. Donc ça, nous tous le Cameroun est sur une pente montante, sur une croissance pour pouvoir donner une dynamique à l'horizon 2035. Tous les ingrédients sont mis sur pied. Le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, depuis 2018 et avant 2018, fait un excellent travail. Donc aujourd'hui, quand vous voyez la société comme François, telle qu'elle était baladée sur le boulevard du Vert, imaginez que c'est cette même société qu'on a voulu et que certains films, certains lobbies ont voulu casser cet élan. Mais avec la jugeote dont regorge le gouvernement en place et son excellence de Paul Biya, on va sortir par là. À cela. Et aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être fiers de dire qu'au Cameroun, aujourd'hui, tous les mécanismes sont mis sur pied pour que le dialogue social soit une arme de développement et que
la formation professionnelle, elle aussi, soit un atout majeur pour un emploi décent pour les jeunes de demain. Merci. Merci à vous. Merci. Je veux revenir à vous. Je veux revenir à vous. Amadou Tidjani est revenu là. Je ne sais pas s'il n'est pas encore en ligne. Je vais vous donner la parole. Amadou Tidjani. Amadou Tidjani, est-ce qu'il est avec nous? Je le vois sur l'écran de contrôle de l'autre côté, mais il n'est toujours pas avec nous. Alors, Calvin Duhari, avant de revenir vers Samuel Pascal Oya Yaoundé, je dois quand même préciser que nous parlions là du secteur informel qui regroupe pratiquement jusqu'à cette maman qui vend les prunes en bordure de route, jusqu'à ce sauveteur qui pousse là au marché central, au marché Mokolo, à Yaoundé, là c'est Yaoundé, ou au marché Lagos, à Douala, ainsi de suite. Ils sont nombreux qui parsèment les rues, en fait, qui occupent les trottoirs, qui vendent, qui marchent, ainsi de suite. Tout cela sont ce qu'on appelle, qui sont dans le secteur informel de plusieurs ordres. Alors, on parlait d'eux parce qu'en principe, pour eux, il n'y a pas de sécurité. Alors, mais Samuel Dionodo Yumbi nous a envoyé donc dans ce qui est un programme gouvernemental, peut-être d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Calvin Duhari, vous voulez certainement y revenir. Calvin Duhari? Oui, bien sûr, je voulais y revenir, mais vous avez déjà donné la réponse parce que mon frère Youbi disait que c'était bon, c'est-à-dire que je ne voulais pas qu'on confonde le secteur. Allez-y. Vous avez la parole. Oui, le secteur informel, c'est ce que vous avez dit là, c'est-à-dire le petit commerce des rues dans toutes les villes du Cameroun, des milliers de commerçants ambulants vendent des produits variés, que ce soit les denrées alimentaires, les vêtements, les accessoires téléphoniques, installés souvent sans autorisation formelle ni statut juridique. Ces vendeurs travaillent dans la précarité et ils n'ont pas de protection sociale ni impôts structurés. Donc, malgré leur rôle économique crucial, ils restent en marge du système fiscal et de la couverture sociale, ce qui limite leur développement à long terme. Donc, c'était ça qu'on parlait. Mais on constate qu'au fond, ce sont des gens qui sont très très riches. Parce que comme ils ne payent pas les impôts, ils n'ont pas un système régulé, tout ça, ils sont très très riches. Bon, il ne faut pas qu'on confonde avec le diplômé qui est sans emploi. Donc parce qu'il a dit que certains sont formés, mais ils ne sont pas, ils sont dans les normes. On va aller à la régie pour prendre une transition. Question de mettre une disposition technique pour vous reprendre juste derrière. Avec la complicité de la régie, on part prendre cette transition pour revenir sur ce plateau. À tout de suite.
retour sur ce plateau. Nous étions de l'autre côté de la régie pour essayer d'arranger un certain nombre de choses. Nous vous rassurons que nous sommes là. On va d'ailleurs même prendre une petite transition, question de 2 minutes pour repositionner un certain nombre de choses. Vous restez avec nous parce que on vous observe là sur nos écrans de contrôle. Donc, transition, on prend une minute pour respirer et on revient à vous. On reste sur la même ligne parce qu'on va faire un dernier tour sur cette question du travail avec vous. À tout de suite. Retournons sur ce plateau, on fait un dernier tour de table sur cette question du travail, parce que je crois que nous étions avec Calvin Duhari. Oui, Pascal. Samuel veut prendre la parole. Oui, Amadou Tidiane nous a rejoint. Amadou Tidiane, you are there. What was the feast yesterday in Fumban? Yes, thank you very much, Tunde. Good evening and welcome to the noon division of the West region of Cameroon. Yesterday was the first day of May 2025. I was present in Fumban. Fumban is the chief town of the noon division of the West region of Cameroon, and a lot of workers came out in their numbers to celebrate the 139 International Labor Day in Fumban. We have seen administrative, religious, political, and traditional authorities who have massively come out yesterday at the ceremonial ground in Fumban to celebrate with the workers. Among them was the senior divisional officer for the noon division, Donatien who talked to the workers and even entrepreneurs about the social cohesion of workers that is within his area of jurisdiction, Etundi. And what was very important in Fumban was that the workers themselves, the representative of the workers, really expressed the. Ouais, les travailleurs ont exprimé des petits soucis de connexion. Yes, Amadou? Alors Amadou, vous êtes avec nous? Can you continue? Amadou Tidiane? Vous êtes à l'antenne, vous étiez en train de parler, continuez, vous vous arrêtez comment? Okay, thank you very much. Thank you, welcome back to the noon. Yes, it's maybe one or two problems, technical problems that we are having here. Okay. I was talking about the senior divisional officer of the noon division, that is Donatien, who presided over the 139 International Labor Day in Fumban yesterday. And when the senior divisional officer took the mic to talk to workers and even employers, he really talked about this social cohesion, between the employers and the employees. With the living standard can be improved, because the working condition of workers here in the noon division of the West region of Cameroon, according to the representative of the workers, it is very, very poor to an extent that some of the workers even have to abandon work because they cannot meet up with the daily demands of their families. That is why the senior divisional officer who was present there talked to the employers to
to try and see how they can regularize the problems of their workers, so that at least they themselves can meet up with the standard. Among the personalities, Etundi, who was present equally at the ceremonial ground in Fumban, was the second deputy or the second assistant at the Sultanate of Fumban, who took part in watching how the workers were celebrating. It was not only the problem of oui, juste des petits soucis techniques de l'autre côté de Fumban où se trouve Amadou Tidjani. Il était déjà pratiquement vers la fin, il nous a déjà... Alors, on va quitter Amadou Tidjani. On va quitter Amadou Tidjani, on va revenir à Yaoundé, on va le prendre après, on va là à Yaoundé, Amadou, on va là à Yaoundé pour prendre Samuel Djenodor Yumbi. Alors, je disais à Samuel Djenodor Yumbi, vous venez... Oui, monsieur Pibet. Oui, vous avez suivi Calvin Duhari, et quand vous suivez Amadou Tidjani, il y a des problèmes sur sa ligne, je vous prends. Il y a la nécessité justement d'arrondir les bouts dans le travail, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés dans le travail en termes de salaire, devrais dire, parce qu'Amadou Tidjani dit là que dans le Noun, il y a pratiquement les employés qui n'arrivent pas à joindre les bouts dans le travail et que ça cause des sérieux problèmes. Quelle est la lecture que vous faites ou la réponse que vous donnez à cette situation? Justement, monsieur Bétoudi, voilà pourquoi, quand mes compatriotes ont parlé sur le travail informel, le travail, 80% du travail informel est passé d'abord par les centres de formation professionnelle. C'est ça la spécificité du Cameroun. Donc, vous êtes sur le marché, passant déjà dans les centres de formation professionnelle, que ce soit dans la couture, que ce soit dans la coiffure, que ce soit dans tous les métiers, il y a les centres de formation professionnelle et les incubateurs qui poussent, qui forment tous ces jeunes et que cela maintenant deviennent des auto-entrepreneurs en acceptant à l'école dans l'informel. Parce qu'ils veulent gagner, ils veulent se construire, ils veulent la lumière dans leur vie. Aujourd'hui, au niveau des salaires, ça reste dans la discussion sociale parce que le travail décent, chacun doit être fier de ce qu'il fait. Chacun doit être fier de ce qu'il gagne. Ça, c'est la vision politique du Cameroun pour pouvoir donner la possibilité au moment où il y aura ce réel développement, qu'on demande que tout le monde soit satisfait. Aujourd'hui, la formation a permis que nous avions 80% des jeunes qui sont dans l'informel étant formés et que demain, s'il y a un réel développement, ils vont se développer mieux que ceux qui n'ont pas eu cette formation professionnelle afin de rentrer dans l'informel, M. Bertoudi, comme nous le voyons dans certains pays où la formation, vous êtes dans l'informel et le développement, on a obtenu la main-d'œuvre ailleurs. Donc aujourd'hui, le Cameroun a mis les pieds dans les grands plans, former tous ces jeunes, les jeter tous. Ils ont choisi l'informel, mais quelque part, ils sont qualifiés. Vous avez, comme disait quelqu'un de mes companélistes, sur le plateau, ils sont dans l'électronique, ils n'ont pas le téléphone, ils font ceci, ils pressent, ils natent, ils courent. Donc tout ceci donne la possibilité que chaque Camerounais puisse être fier dans ce qu'il fait et à être valorisé dans ce qu'il fait. Voilà comment les discussions sociales permettent aujourd'hui, même s'il y a des entreprises où il y a des employés, que les syndicats soient plus renforcés, plus outillés pour défendre les intérêts des travailleurs et que... Merci. Plus accepter que le travail destin est un atout majeur pour chaque Camerounais. Merci Samuel Djenodor Yumbi.
Alors, Pascal Oya à côté, je crois, on va faire le dernier tour, mais il y a quand même le micro de quelqu'un qui crache là parce qu'il fait... il y a un retour. Pascal Oya à côté. Alors, Pascal, on va sortir de ce sujet. Vous avez déjà écouté, après votre intervention, vous avez écouté Calvin Duhari, vous avez écouté la situation sur le terrain avec Amadou Tijadi, vous venez d'écouter Samuel Dionodor Yumbi. Alors, est-ce que pour arriver à une solution dans cette précarité du travail-là, parce que le travail est précaire, mais aussi dans cette situation informelle, comment en réalité organiser ou alors reformer ce secteur informel? Vous voyez un peu ce que Calvin disait tout à l'heure. Ces rues-là qui sont jonchées, bondées, ces jeunes-là qui parcourent des kilomètres, qui ont des tissus, qui ont des chaussures et tout. Comment reformer tout ça, Pascal Oya? Oui, merci Hubert. Vous savez, déjà je vais tirer un coup de chapeau à mes co-panélistes, je voulais dire Daniel Yombi qui a fait un développement à ce sujet au point de me couper l'herbe au pied parce que les propos que je voulais tenir à la voix des travailleurs camerounais, oui. Il allait à moins de pouvoir me rejeter. C'est pareil aussi pour Calvin, qui a fait un développement fantastique. Il y a un micro qui est ouvert, qui crache. Oui, allez-y, Pascal. Par rapport à ce sujet-ci, donc je vais être bref, comme nous sommes en fin d'émission, en fait, je vais être bref à parler de ce qui, parce que là, tu es dans la problématique avec les solutions qu'il faut apporter. Donc moi, mon point de vue, c'est qu'il faudrait que le Cameroun en général, et pour ce qui est de l'environnement du travail, qu'on s'arrive à ce que le droit camerounais, par exemple, dit. Vous savez, je me suis dit, peut-être qu'il fallait que, ou bien qu'il faille que, désormais, quand même dans le secteur informel, quelqu'un trouve son compte, pour qu'il ne soit pas abusé, que ce soit par l'État ou par ses leaders, il faudrait se mettre à l'état pour connaître au minimum ce qu'on ne devrait pas gagner te faire chanter, qu'on ne devrait pas te faire ou t'abuser ou t'exploiter. Parce qu'à la fin, c'est que si tu veux gagner chanter, tu dois faire son terrain. Tu ne peux pas le gagner normalement. Il faut à chaque fois être en train de courir, de bagarrer. Pascal Oya, Pascal, pour mettre un peu de l'ordre ici, vous gardez la parole. Il y a quelqu'un qui dérange avec un micro ouvert. Est-ce que la personne peut muter ce micro? Alors, nous sommes en direct. Franchement, aidez-nous dans cette perspective à fonctionner normalement. Mutez le micro quand vous ne parlez pas et revenez à la normale. Je ne sais même pas, peut-être ça doit être les personnes qui n'interviennent pas, qui sont là. Il y en a deux qui n'interviennent pas. Mutez vos micros et vous suivez tranquillement. Pascal Oya, vous continuez. Bon, je vais donc chier en disant que tout à l'heure, bon, le micro revient, mais bon, moi je vais pas attendre puisque... Allez-y. Je parlais du droit. Pour que les uns et les autres soient à l'abri des prédateurs, ou des potentiels prédateurs. Parce que le droit camerounais nous dit, quels sont les droits des travailleurs camerounais? En fait, c'est que le droit au travail est reconnu à chaque citoyen camerounais comme un droit fondamental. Vous savez, et fondamental doit être bien souligné parce que dans fondamental, il y a le fondement. Oui. L'État, tout de même, doit tout mettre en œuvre pour aider le travailleur à trouver un emploi et le conserver lorsqu'il en a obtenu. Ouais. Oui. Moi,
je vais faire un petit commentaire à ce sujet-là. Vous savez, trouver le travail, c'est une chose, mais le conserver, c'est une autre bataille. Tout à fait. Quand nous sommes Camerounais, on se reconnaît dans ce que tu es en train de dire. Avec tous les invectives que nous connaissons, tous les abus que nous connaissons, parce que tu l'as trouvé déjà, mais maintenant, pour que tu sois maintenu là 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est un combat qui n'a pas de nom. Donc il faut mettre le travail camerounais à la de cela. Je vais continuer en disant que le travail est un droit national pour le citoyen adulte et invalide. Pour finir, le travail forcé ou obligatoire est interdit sur le territoire national. Voilà quelques petits fondamentaux que je voulais quand même poser sur la table pour que les uns et les autres sachent que malgré toutes les adversités, nous les Camerounais, on connaît l'adversité. Mais quand tu es dans l'adversité, il faudrait que la loi soit de ton côté pour que ton adversité ne soit pas une adversité éternelle. Tout à fait. À un moment donné, quand on a fait des efforts, on a besoin de voir les résultats de ces efforts. J'avais terminé pour ce soir de mon intervention. Je crois que je vais vous laisser partir parce que ma batterie aussi me signale. Tout à fait, merci. Merci pour cette intervention. On va terminer ce sujet avec cette intervention. On va aller à la régie pour prendre la transition et aller derrière pour clôturer avec ce sujet politique en Côte d'Ivoire. On a quelque chose comme 9 minutes pour ce dernier sujet. La transition revient dans ce studio. À tout de suite. Retour sur ce plateau, direction la Côte d'Ivoire. Zone Modou ne nous a pas rejoint. Je rappelle que c'est un grand reporter. Il est en Côte d'Ivoire. Il est en situation, en une mission dans une localité où la connexion n'est pas du tout facile. C'est pour cela qu'on ne pourra pas la voir ce soir. Il s'est excusé pour cela. Alors, je m'arrête d'abord au Cameroun avec Samuel Dionedor Youmbi. Samuel Dionedor Youmbi, vous n'ignorez pas la situation ivoirienne. Je veux poser la question de savoir, est-ce que on est en train d'aller vers le remake de 2011 en Côte d'Ivoire? Parce que ce qui se prépare semble justement, si l'on s'en tient à ce qui se construit dans les coulisses, nous ramener dans ça Alassane Dramane Ouattara, qui en réalité s'accroche encore, est en train de tout faire. Ça, je n'abuse de rien. C'est-à-dire la liste électorale, Laurent Gbagbo est dans des problèmes. Il ne pourra pas compétir si les choses avancent ainsi. Charles Blé Goudé, c'est la même chose. Monsieur Ntiam a été radié systématiquement des listes électorales. Laurent Gbagbo, je l'ai déjà dit. Et Guillaume Soro, qui est sorti du buisson ce jour en avertissant la CEDEAO, est aussi hors course. Lui, il est d'ailleurs même hors du territoire parce qu'il est condamné par contumace et à perpétuité. Alors, appel au dialogue, appel à la sagesse qui a été faite ce jour. Quelle est la lecture que vous faites de cette situation ivoirienne, Samuel Dionedor Youmbi? Merci, M. Betoudi. Nous sommes en train de rentrer dans un remix très 2011. Parce qu'en 2011, M. Betoudi, les acteurs et les protagonistes qui sont aujourd'hui sont ceux-là qui n'ont pas donné la chance à Gbagbo de pouvoir stabiliser la Côte d'Ivoire. En 2011, M. Koudou Babo avait donné la possibilité à tous les leur participation comme Ivoiriens pour pouvoir discuter l'élection présidentielle. M. Koudou Babo, les archives nous le démontrent aujourd'hui, a facilité tout le monde pour trouver la paix sociale en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ces mêmes acteurs de 2011, aujourd'hui, sont ceux-là aujourd'hui qui
il repudie tous les acteurs de 2011 sur des déclarations, des condamnations, et que l'un des acteurs majeurs, qui était M. Guillaume Soro, qui lui-même reconnaît dans son âme et conscience, il ne lui a fallu seulement une M. Laurent Koudou-Babo pour que la paix et la stabilité restent vaines en Côte d'Ivoire jusqu'à nos jours. Si c'est lui qui revient aujourd'hui, vu les circonstances dont sont en train le président en place, M. Alassane Ouattara, est en train de démontrer qu'il n'est pas là pour l'intérêt des Occidentaux, parce que l'arbre à palabre démontre chez nous en Afrique que si tout le monde est fâché, on s'assied, on trouve une solution, comme appelle Koudou-Babo, comme appelle Laurent Koudou-Babo en 2010 en Afrique du Sud. Mais l'homme, tout majeur qui a lui-même déstabilisé tout, qui est Guillaume Soro, s'il sort aujourd'hui pour parler, ça veut dire, comme on dit en Côte d'Ivoire, le pantalon, il sait où il a mis sa queue. Ça veut dire, monsieur Guillaume Soro est en train de signer, là sa signature risque d'être plus aujourd'hui, et il appelle comme ça le monde à témoin et la communauté internationale et sous-régionale à témoin, parce que ce n'est pas en 2025 que nous pouvons voir encore dans un pays comme la Côte d'Ivoire des condamnations pour pouvoir autour d'une table, mais elle est en train de déchirer les institutions étatiques, déchirer en mettant une guerre civile de tout, est en train de signer son entrée par une sonnette d'alarme pour dire être réélu dans le 14. Merci à vous pour ce balayage qui nous ramène dans cette situation de 2011. On avait vu à la fin de l'élection Laurent Koudou-Babo, un accolade historique mais qui s'est achevé avec 3000 morts, avec des condamnations, des déportations à la Cour pénale internationale. Calvin Duary, est-ce qu'on va vers le remake dans cette affaire? Est-ce qu'on va vers le remake de 2011? Ah oui, très certainement. La situation de la Côte d'Ivoire risque d'être très explosive. Vous avez dit ce matin, Guillaume Soro, qui a lancé je peux dire un cri d'alarme. Oui. Malgré son éloignement, Guillaume Soro reste un opposant déterminé au régime du président Alassane Ouattara, parce que de temps en temps, il essaie de dénoncer régulièrement ce qu'il qualifie même de dérives autoritaires assumées des autorités ivoiriennes, notamment avec l'exclusion de plusieurs filles d'opposition, souvent avec des éliminations, des assassinats même voilés, on le sait. Donc, il y a aussi des candidatures qui sont entravées par des condamnations judiciaires, comme tout à l'heure, Dieu le le citait déjà. Donc, bien qu'il ait exprimé son intention de se présenter à l'élection présidentielle de 2025, moi je pense que c'est ce qu'il veut déjà faire valoir par sa sortie. Guillaume Soro fait face à des obstacles juridiques majeurs. Donc, il y a d'abord sa condamnation à perpétuité qui est là, et le mandat d'arrêt international émis contre lui, qui rend sa participation à ce scrutin incertain. Donc, moi je pense que ce qu'il fallait faire maintenant, c'était des tentatives de réconciliation politique. Voilà, c'était ce qu'il fallait faire. Bon, maintenant, il y a, comme on m'a dit, est-ce que c'est le remake de 2011 ou c'est 2010 qui reviendra? Bon, on a eu un passif électoral marqué par la violence. La candidature d'Alassane Ouattara pour un troisième mandat qui avait déclenché des vives tensions déjà et des affrontements même sanglants. Donc, si vous passez
reste encore vivace dans la mémoire collective. Et le moindre incident peut rallumer les braises d'une division qui est toujours présente. Bon. Alors, je vous pose une question directe. Une question directe. Alors, si l'on écarte Ntiam, qui est le candidat du PDCI, on écarte celui du COGEC, je crois c'est ça, Charles Blé Goudé, on écarte Laurent Koudou Gbagbo, Guillaume Soro n'est pas là, Alassane Dramane Ouattara va compétir avec qui? Contre qui? Bon, mais c'est pourquoi on dit dans la politique, n'est-ce pas, il faut aussi que les jeunes sachent renouveler. Pour ce que vous avez cité là, ce sont les vieux de la politique ivoirienne. Hein? Ça montre que, n'est-ce pas, une position qui est affaiblie tout simplement parce qu'elle une opposition qui n'a pas renouvelé ses bases. Il faut laisser des jeunes émerger. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de talent. Hein? Il y a des figures de l'opposition qui sont là, qu'on pourrait faire émerger et qui n'attendent qu'on les mette sur l'arène. Donc il y a des leaders. Bon, voilà, c'est plus la même chose au Cameroun. Vous pensez que parce qu'on voit partout certaines personnalités, ce qu'il n'y a pas des gens, des jeunes qui sont là, qui ont des dents longues, qui peuvent jouer efficacement leur rôle. Il faut donner la chance aux jeunes. Les ministres qui sont mais là, alors, quand les vieux écartent les vieux, ça devient dangereux. Quand les vieux écartent quoi? Les vieux? Ben, Alassane Dramane Ouattara n'a pas 30 ans ou 40 ans ou 50 ans. Oui, mais c'est lui qui a le pouvoir. Celui qui a le pouvoir, il joue le jeu du pouvoir. Imaginez que si maintenant l'opposition avait laissé émerger un jeune, vous pensez que ça sera la même chose? Ça ne sera pas la même chose. Les électeurs quand même ont quand même une vue. Mais Charles Blé Goudé est quand même un jeune. Guillaume Soro est aussi un jeune. Évidemment, ils sont jeunes, mais le problème c'est qu'ils ne sont pas jeunes en politique. N'est-ce pas? Et moi, je parle de jeunes ici, des nouveaux visages. On ne peut pas prendre les mêmes gens et on recommence. C'est ça le problème, il faut reconstruire. Reconstruire un homme politique, c'est parce qu'on a eu Macron ici. Qui connaissait Emmanuel Macron? On l'a battu en 3 mois. Donc, parce qu'on a mis une campagne sur lui, on l'a fait émerger un nouveau. Il faut qu'on essaie de taper la poitrine, essayer de... Alors, pour qu'on sorte de cette émission, quelle est pour vous, quelles peuvent être pour vous les issues? Là, Samuel Dionodor Yumbi a été clair. Hein? Là, on va dans une situation où on risque de ne pas s'en sortir en Côte d'Ivoire. Quelle peut être pour vous l'issue de cette situation? Il y a des situations, il y a des procès, il y a des gens qu'on écarte, il y a tout un tas de choses sur la table. Une issue apaisée par un dialogue inclusif. Donc, l'issue la plus souhaitable serait celle d'un dialogue national, sincère et inclusif entre le pouvoir, l'opposition, la société civile et les autorités religieuses, aussi et coutumières. Ce dialogue permettrait de renforcer la confiance dans les institutions, d'établir les règles de jeu claires et équitables et de garantir une élection transparente. Cela réduirait considérablement les risques de violence et favoriserait une transition pacifique, quel que soit le vainqueur qui s'annonce difficile là. Voilà. Il faut donc une large participation des acteurs politiques. Et pour ma part, moi je suis pour que le président Ouattara fasse revenir ses opposants. Hein? Il fasse revenir ses opposants qui... Oui, vous voulez dire quelque chose? Qu'il fasse venir revenir les opposants. Tous appellent à cela. Voilà, qu'il fasse revenir, c'est ça. En tout cas, c'est un grand stratège. Moi, je sais que Ouattara, c'est un grand stratège. Il va pas manquer de trouver un consensus par rapport à ça. Et puis, voilà. Bon, même si la compétition sera rude, hein, leur inclusion rassurerait une grande partie de la population et limiterait des contestations post-électorales. Merci. Donc, cette issue reste possible. Mais je suppose aussi une volonté politique forte des gestes de réconciliation. Merci. Merci à vous. Merci à Samuel Dionodor Yumbi. Yaoundé, homme politique, hein, il vient de balayer là, c'est une situation en 2010-2011, là je crois qu'il était pratiquement au cœur de la diaspora, une situation on l'a eu sur les plateaux à plusieurs reprises pour cette situation, vous aussi Calvin Duhari, c'est une situation que vous maîtrisez. On dit merci à Amadou Tidiani qui était de l'autre côté du
nous, à l'ouest du Cameroun, avec des soucis de connexion. Ça va se régler parce qu'on est en train de travailler pour des appels vidéo beaucoup plus fluides. Merci à Pascal Oya, encore condoléances. Merci à tous nos consultants, même ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, Ben, Jonas, Yangojon et autres. Bon week-end à vous tous parce que c'est la dernière édition d'Afrique Soir, justement de ce soir. Bien de choses au président directeur général, toujours au four au moulin, pour que nous puissions faire avancer ce bébé média. Merci pour votre confiance et surtout votre esprit panafricaniste et je veux dire nationaliste et patriotique. Merci à tous ceux qui se donnent le devoir ou l'amitié, justement, de nous suivre par milliers internautes et justement sur le satellite Amos. Je rappelle que avec la structuration de nos programmes, on ne manquera pas de nous envoler vers les cieux de Canal Sat et autres. Madame, salut, monsieur, bonsoir. À dimanche prochain pour le grand rendez-vous dominical. Le débat républicain. Moi, je suis simplement votre humble serviteur qui vous remercie. À dimanche.